Eh bien, salut à tous, et salut à toi Florian, Et bonjour Victor, bonjour à tous, bonjour à toutes. et bienvenue dans ce nouveau numéro, ce troisième numéro du Courrier de la Sterne. Alors aujourd'hui, on a deux nouveaux sujets, deux nouvelles découvertes de la semaine précédente à faire découvrir aux auditeurs. Exactement. Par quel sujet on commence? Ah bah c'est toi qui vois, on a soit du rapace, soit du cygne. Donc Eh c'est toi qui bien, vois. commençons par le signe. Ah, eh ben commençons par le cygne. Est-ce que tu savais que jeudi, on était le 21 avril, c'était les 96 ans de la reine Elisabeth. Oui, j'ai vu ça tourner sur Twitter. Euh, j'ai découvert assez de manière presque anecdotique que la reine avait à Buckingham Palace des flamants roses. Ah oui, c'est Eh ouais, c'est assez des étrange. flamants roses. Ouais, des flamants roses qui lui ont été donnés depuis 1959 par le London Zoo, qui ont malheureusement été tués en 1996. Début février 96, nous rapporte le Sun avec un article que j'ai pu trouver que j'ai pu trouver sur internet, tués par donc des renards. Et donc c'était des comment dire des flamants roses qui se baladaient dans le parc de Buckingham Palace. Qui étaient nourris tous les jours, 2 fois par jour, pour qu'ils conservent leur couleur, et qui en même temps faisaient du jardinage dans la cour de Buckingham Palace. Voilà. Donc Foi. ce sont visiblement des signes qui n'ont pas été des signes, des flamants roses pardon, qui n'ont pas été renouvelés entre guillemets. C'est-à-dire que à ma connaissance, il y en a pas beaucoup. Très 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 difficile de trouver des informations là-dessus. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo dans laquelle on voit justement ces flamants roses en train de se balader. Et Mais il y a un autre truc. c'était Ouais. bien des flamants roses parce qu'il me semble qu'il y a eu des changements taxonomiques. Ah ouais, ouais, c'était bien des flamants roses, ouais, c'était bien, c'est pour le coup, c'était bien des flamants roses. J'ai appris également, et ça c'est la découverte finalement dont je vais vous faire part, que notre chère reine d'Angleterre, mesdames et messieurs, eh bien possède la charge entre guillemets des 22 000 signes qui Ah sont oui, présents au Royaume-Uni. Donc elle possède les signes d'une certaine manière. Alors ça vient d'où? Ça vient de 966, donc on est au Xe siècle. C'est le roi Edgar le Pacifique qui décrète ça. Alors d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai malheureusement pas eu le temps de faire des études, des réflexions annexes et des recherches annexes, d'après ce que j'ai compris, c'était pour éviter que d'autres personnes s'accaparent les signes et qu'ils puissent les manger. Donc il y avait que Edgar d'accord. le Pacifique et deux autres compagnies, la compagnie Wittner et la compagnie Dyer, d'après ce que j'ai compris, qui possédaient la possibilité donc de se nourrir de ces signes-là. Et donc c'est depuis 966 que ça circule. Néanmoins, à partir du XIIe siècle, pareil, j'ai pas réussi à trouver de chiffres très très précis. Il y a une tradition qui naît qui s'appelle le swan upping, donc swan pour donc cygne et upping, Upping, et ça consiste en gros à descendre la Tamise chaque année et à répertorier les signes qui sont présents sur la Tamise. Donc c'est une tradition qui a lieu tous les ans, qui a été reportée uniquement 2 fois. La première, je te le donne dans le mille, c'est à cause de la Covid en 2020. Et la Évidemment. deuxième, c'était en 2012, à cause visiblement de fortes inondations. Alors a été partiellement reportée celle de 2012, celle de 2020 a été annulée. C'était la première fois en 900 ans que la comment que la manifestation était annulée. Et des études qui sont menées pour voir comment se comportent les populations. Donc ils attrapent les cygnes à main nue et les bagues, ils font toute une batterie de tests avant de les relâcher. Ça dure environ 20 minutes. Lors du swan upping, il y a différentes personnes qui se baladent sur la Tamise avec 6 barques. C'est des barques qui sont parfois vieilles de plus de 100 ans, ce qu'on appelle des skiffs d'ailleurs, si on veut être plus comment dire, plus concis. Et ce swan upping a pour but justement de contrôler la population et c'était très pratique parce que dans les années
1880, la population de cygnes s'est cassé la figure. Et ils ont déterminé que c'était dû au fait que les pêcheurs utilisaient notamment du plomb. Et une fois analysé ce problème, ils ont interdit ce plomb. D'autres méthodes de pêche se sont développées. Et c'est comme ça que la population de cygnes est revenue à l'augmentation. Et dernière chose, par rapport à cette petite anecdote que j'ai envie de te souligner, il faut savoir qu'il y a deux personnes qui ont un rôle très très important. C'est le Warders of a Swan et le Warden, of a Swan, très important. Et je crois que le deuxième s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, je suis en train de chercher dans mes notes, j'arrive pas à le retrouver. L'autre s'occupe de marquer et prélever les signes, oui, ça c'est bon. On coupera évidemment. Ah bah non, c'est dit, c'est enregistré. Le premier s'appelle le Warden of a Swan, c'est lui en gros qui contrôle le bateau et qui dirige toute la manœuvre. Et le second c'est le Marker of the Swan qui, comme son nom l'indique justement, s'occupe d'attraper les oiseaux et de les marquer. Et au départ c'était un seul rôle, c'était le Keeper of the Queen's Swan qui a été remplacé en 1993 par ces deux rôles. Voilà pour cette anecdote sur les signes que possède la couronne britannique. Ah oui, quand même. Et ça doit être la base de données de recensement de population qui porte sur une espèce d'oiseau la plus importante du monde, facilement. Elle dit que c'est depuis l'an 1000 environ que c'était fait. Alors depuis l'an 1000 pour le traité et depuis le 12e siècle pour le comptage, donc le swan Ah oui, d'accord, donc depuis Après, 1300. je sais honnêtement pas comment c'était réalisé. J'aimerais bien envoyer des mails justement à la couronne britannique pour savoir comment ils faisaient leur comptage. Ça se trouve il y a tout un carnet qui existe avec dedans tous les signes qui sont notés. Enfin ça doit être incroyable à voir. Évidemment les différentes personnes, donc le Keeper of a Queen Swan à l'époque et maintenant donc le Warden et le Marker of a Swan changent au fur et à mesure du temps, mais c'est des rôles qui sont définis par les maisons royales du Royaume-Uni. Voilà. Donc voilà, ce sont des rôles très 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 intéressants à voir et analyser. Puis ça rentre un peu dans tout le folklore des oiseaux très importants au Royaume-Uni, avec notamment les corbeaux de la Tour de Londres. Je pense que tu dois connaître cette anecdote. Mais ça, c'est bien quelque chose qu'on a envie au Royaume-Uni. C'est cette culture de l'ornithologie, du birding, enfin du birding en tout cas. Ouais, c'est ça. Même l'ornithologie au sens. Ouais, qui est quand même vachement moins présente en France que là-bas. Ouais. C'est dommage. Il y a une vraie tradition ancestrale, quasiment. Mais j'imagine que justement ces populations de cygnes, c'est des cygnes tuberculés, j'imagine. Ouais, j'ai oublié de le préciser, effectivement, ce sont des cygnes tuberculés. Eh bien, ça doit être comme en France, c'est des populations mixtes entre population sauvage et population férale. Ou alors c'est uniquement féral. Je sais pas du tout, honnêtement, je pense que ça doit être pas mal de la population sauvage. Après, je sais pas du tout comment ça... Enfin, je connais pas les tenants et les aboutissants de la question, mais je pense que ça doit être surtout du sauvage. Après, vu qu'ils sont bagués à chaque fois, est-ce qu'on peut encore appeler ça des cygnes sauvages? Je sais pas du tout. Mais c'est toujours compliqué de mais façon, ouais, ça peut être c'est très très compliqué, mais voilà en tout cas ce que je pouvais dire concernant donc la reine d'Angleterre et ses signes. Et donc la totalité des signes du Royaume-Uni appartiennent à la reine d'Angleterre. C'est quand même assez particulier comme loi. Exactement, mon bon monsieur. C'est quand même assez particulier comme loi. Incroyable, hein. Et c'est toujours en vigueur le fait qu'on puisse visiblement c'est toujours en vigueur. Alors après évidemment il y a des dérogations maintenant, on n'est plus au XIIe siècle, donc je pense que
Maintenant, la loi, la loi entre guillemets, le traité doit plus être suivi sensu stricto par les gens, notamment les ornithologues qui ont besoin justement d'étudier les populations d'oiseaux. Donc, mais voilà, je pense que c'est plus folklorique qu'autre chose, honnêtement. Ouais, ça fait sens. On va pouvoir passer à mon sujet. Ouais, on parle donc d'éoliennes. Et oui, on va donc parler d'éoliennes et de rapaces, d'évitement de l'éolienne par les rapaces. Alors on sait que un des grands points qui font questionner l'intérêt écologique des éoliennes, c'est les collisions avec les animaux volants, notamment les chauves-souris, les oiseaux. Pas que évidemment, mais ça fait partie des points majeurs de questionnement. Les parachutistes. Et oui, tu disais. Les parachutistes, les parachutistes, les deltaplanes, tout ça. Oui, tout à fait. Les avions. Tous ces organismes volants. Et donc, la recherche continue d'avancer sur ce sujet, et il y a une nouvelle étude qui est parue il y a quelques jours, il me semble. Je ne saurais pas te redire la date exacte, mais c'est une étude qui est donc très récente par Santos et collaborateurs, et qui essaye de regarder les facteurs qui vont influencer l'évitement des éoliennes par un rapace migrateur, donc notamment dans ce cas-là le milan royal. Et il y a donc eu des études statistiques sur des milans... pas milan royal, pardon, le milan noir. Le milan noir, pas du tout le milan royal. Et donc il y a eu des études statistiques qui ont été faites sur des données qui ont été récoltées via des balises GPS qui étaient posées sur les oiseaux. Ils ont utilisé 139 individus de milan noir avec tracking GPS, et ils ont essayé d'estimer les facteurs qui font que le milan noir va esquiver ou pas, à quelle distance les éoliennes. Et donc je vais passer les différents modèles statistiques utilisés, ce genre de choses. Ça nous intéresse pas trop. Mais au terme de cette analyse, donc, on découvre que... on le savait déjà, mais on a une meilleure idée de la distance d'évitement des éoliennes, qui, en tout cas pour le milan noir, lorsqu'il voit les pales de l'éolienne, va les éviter à une distance relativement raisonnable de plusieurs centaines de mètres. En tout cas, c'est ce qui est mis dans l'étude. Et il semble que le vent est un facteur qui va jouer sur l'évitement du milan noir par rapport à l'éolienne. Ça va le ralentir, ça va... Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand le vent pousse le milan vers l'éolienne, le comportement d'évitement va se présenter plus tôt et va être plus fort. Ah, c'est marrant, ça. Donc il sent que le vent le pousse vers quelque chose qui peut être dangereux, et donc il va adapter sa réponse comportementale à ce facteur-là. Et mais il se trouve que le milan noir, en tout cas c'est ce qui a été trouvé dans l'étude, a un rythme de collision, une fréquence de collision qui va être plus faible quand même que la plupart, qu'une bonne quantité de rapaces. Et on sait qu'il va être bien plus prudent que d'autres espèces, notamment le vautour fauve et le faucon cresserelle qui sont cités dans l'étude. Et ces deux oiseaux-là, eux, vont avoir un rythme, une quantité de collision qui va être supérieure au milan noir. Et c'est d'ailleurs c'est un paragraphe qui fait partie de la conclusion de l'étude et qui dit bien qu'il faut continuer ce genre d'analyse statistique sur plusieurs espèces de rapaces, puisque chaque espèce va avoir une réponse différente. Il fallait s'y attendre, ça semble logique.
Et c'est confirmé dans cette étude-là. Je serais quand même surpris de savoir pourquoi les réponses sont autant différentes. Il y a des points qui sont soulevés dans l'étude ou Eh bien, pas que je sache. Je l'ai sous les yeux actuellement et il est juste dit que d'autres espèces migratrices et d'autres espèces d'oiseaux de proie comme le vautour fauve et le faucon cresserelle sont beaucoup moins abondants et présentent des rythmes de collision qui sont plusieurs fois supérieurs à celle qui est observée chez le milan noir. Et donc, Santos et collaborateurs conseillent de faire de nouvelles recherches sur d'autres espèces et d'observer quelles sont les raisons qui font que les autres espèces qui sont moins abondantes vont avoir un rythme de collision bien supérieur par rapport au milan noir. Et comme les études que tu nous présentais durant les 2 derniers numéros, ça reste un terrain où on n'a pas beaucoup d'informations et où d'autres études sont nécessaires. Et il y a moyen de faire encore une fois, là aussi, des découvertes qui vont avoir une application en plus directement, puisque on va pouvoir adapter le positionnement des éoliennes en fonction des populations d'oiseaux. Mais c'est pas une des seules conclusions qui a été faite, puisqu'ils ont regardé aussi la fréquentation tout simplement des oiseaux à des endroits... aux endroits des éoliennes, et on voit clairement que lorsqu'il y a une éolienne qui est placée, l'abondance des oiseaux, la fréquentation des oiseaux à cet endroit-là va être nettement inférieure. Et donc il va effectivement y avoir un impact sur la faune aviaire quand on place une éolienne. Donc ça soulève des questions au niveau du placement des éoliennes et des récoltes de données finalement sur les espèces d'oiseaux qu'on trouve à l'endroit du projet. Récoltes qui devraient être faites à chaque fois qu'il y a une préparation d'installation d'éoliennes à des endroits et qui devraient être prises en compte au final quand on installe du coup des éoliennes. Il y a plein d'études sur les éoliennes qui sortent régulièrement. Je sais pas si t'as entendu parler de celle de Roel May et de son équipe datant de juillet 2020. En gros, les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une éolienne, ils ont peint une des pales en noir et ils se sont rendus compte que les oiseaux s'accidentaient beaucoup moins sur les éoliennes à hauteur de 70%. Ah oui, quand même. Non, j'étais pas du tout au courant de cette étude. Et donc c'est une étude qui est sortie en 2020. Vous l'aurez évidemment en description. Et donc les éoliennes étaient plus voyantes de loin et le nombre de collisions a sensiblement diminué. Et c'était une des conclusions de l'étude qui était publiée dans la revue Ecology and Evolution. Et voilà, ça a permis notamment de faire diminuer les contacts des oiseaux avec les éoliennes d'environ 70%, ce qui est assez extraordinaire. Puis j'avais vu en Allemagne, j'arrive pas à retrouver des images, des éoliennes en fait qui s'arrêtent de fonctionner lorsque elles voient un oiseau à proximité, en l'occurrence un rapace pour le coup. Donc c'était des éoliennes qui tournaient sensiblement normalement lorsqu'elles avaient besoin de fonctionner. Et lorsqu'un rapace s'approchait dans une zone de détection, je suppose que ça fonctionne comme système de zone de détection, l'éolienne s'arrêtait ou du moins ralentissait pour justement s'adapter entre guillemets au passage de l'oiseau. Donc il y a des solutions qui sont trouvées très très régulièrement, mais les éoliennes, c'est pas le facteur le plus incriminant au niveau de la disparition des oiseaux, malheureusement. Non, certainement pas. Mais avec les questions de l'installation des énergies renouvelables, ça reste des problématiques à explorer, évidemment. Bien sûr. Pour savoir les impacts, il s'agirait de pas augmenter encore plus la perte des oiseaux c'est sûr. que ce qu'on a déjà, ce serait terrible. Surtout pour des rapaces, donc pour des grands voiliers comme le milan noir ou je sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait me dire l'aigle royal ou d'autres, voilà,
Oui, qui peuvent circuler dans ces zones-là et qui effectivement sont. Mais je suis très surpris de. Apparemment, ça viendrait de la vision périphérique des oiseaux, qui leur permet pas forcément de bien voir en face d'eux. Et du coup, ils voient pas l'éolienne et ils se font avoir quoi. D'après ce que j'ai lu parmi les recherches que j'ai pu faire quoi. Une réduction de 70% dans l'impact, c'est quand même colossal. Il y a eu d'autres études qui ont confirmé ça pas à ma connaissance. Je t'enverrai l'étude à la fin de l'épisode et comme je l'ai dit, vous l'aurez dans la description, mais pas à ma connaissance. C'est surtout des études statistiques qui sont faites vis-à-vis du nombre d'oiseaux qui a pu être retrouvé auprès des éoliennes. D'ailleurs, alors je sais plus si c'est de l'année dernière ou cette année ou il y a 2 ans, où la LPO demande à tous les fournisseurs d'énergie qui utilisent des éoliennes de faire des comptes à la fin de l'année pour savoir s'il y a des oiseaux qui ont été retrouvés sur site, de savoir quelle espèce et savoir où ces espèces, enfin où ces individus ont été trouvés. Alors je sais plus de quand ça date. Non, c'est peut-être 2017 puisque j'avais lu un papier de 2017, c'est peut-être celui-là que j'avais lu. Donc mais ouais, en tout cas, il y a tout un travail qui est fait sur les éoliennes qui reste malgré tout problématique, notamment pour les grands rapaces. J'avais trouvé une étude en 2008 où ils estimaient que la très grande majorité des oiseaux n'étaient pas impactés par les éoliennes. Pourquoi ? Parce qu'elles volaient pas suffisamment haut. Ah, évidemment, sauf les rapaces qui planent bien en évidence, bien haut. Donc, ouais, ça semble, c'est logique. C'est logique, absolument. Bon, c'est c'est là-dessus que l'on se quitte, mon cher Victor. Ma foi, épisode encore très intéressant. Épisode effectivement encore très intéressant. On espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas évidemment à le partager de votre côté si vous l'avez apprécié. Et nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous. Salut tout le monde.